Bonjour, bienvenue pour cette 35e édition sur l'espace pour demain, le grand rendez-vous du space pour construire ensemble l'avenir. La question du climat est aujourd'hui au cœur des préoccupations de nos sociétés et des orientations politiques. C'est donc tout naturellement que les organisateurs du space et leurs partenaires des chambres d'agriculture ont décidé d'aborder ce sujet sur l'espace pour demain. C'est un sujet bien sûr d'actualité, comment l'élevage peut réduire son impact sur le climat. Pour apporter des réponses techniques, pragmatiques, nous avons 3 tables rondes chaque jour avec des réponses et des propositions. Nous aurons l'occasion ce mercredi de parler des herbivores, source de solutions. Jeudi, nous parlerons de l'élevage, un coupable idéal. Nous serons plutôt sur une thématique sociétale. Et puis pour cette première table ronde, pour ouvrir ce space, en porc et en aviculture, voici le thème, comment maintenir les performances en intégrant le bas carbone et la sobriété énergétique. Dans le contexte actuel, le prix des matières premières flambe et l'été que nous venons de passer a mis en évidence notre fragilité par rapport à cette dépendance et les risques encourus par le changement climatique. Alors, quelle réponse des professionnels face à ces défis? Nous accueillons avec plaisir Patrice Driet, président de la Coperle. Bonjour, on peut l'applaudir. À ses côtés, Sandrine Espagnol, ingénieure études IFIP sur la thématique environnementale. Bonjour. Didier Lucas, président de la Chambre d'agriculture du 22 et vice-président de la Chambre d'agriculture régionale d'agriculture de Bretagne. Bonjour Didier. À vos côtés, Didier, Sophie Touénon, directrice bio RSE, Sanders Avril. Merci Sandrine Touénon d'avoir accepté notre invitation. Et puis également la présence d'un chercheur, voilà, André Frédéric Fagnoul, généticien et responsable R&D chez Hubbard. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Une première question en introduction à chacun d'entre vous. Je vous demanderai une réponse très courte que vous pourrez développer bien sûr par la suite. Diriez-vous que cette période que nous vivons, le réchauffement climatique, le bouleversement géopolitique et économique, est une chance, une opportunité, on va être un peu cynique, voire un mal nécessaire pour bousculer nos certitudes et nous amener véritablement à mieux respecter la Terre, notre Terre. Alors Didier Lucas, je vous donne le micro et pour ouvrir, quelle est un petit peu votre approche? Chance, opportunité, mal nécessaire? Pour répondre à la question... ah oui, c'est l'objet. Hein. On répond aux questions, hein, Didier. Il n'y a pas le droit au joker, du tout. Non, non. Bon, chance, opportunité, mal nécessaire ou joker, au pire. Je pense que c'est une chance. C'est une chance aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est de remontrer que tout n'est pas acquis d'avance. L'élevage et l'agriculture, c'est quelque chose qui ne se décide pas ou qui se décrète comme ça. C'est travailler avec la nature. C'est des choses que... On est en capacité de travailler au niveau des chambres, mais aussi chaque agriculteur travaille chez lui pour s'adapter à tous ces changements. Et je pense qu'aujourd'hui, et de montrer aussi à l'ensemble de la société que c'est des choses pas faciles, qui se travaillent depuis des années et qui vont se travailler dans les années à venir. Quel est votre point de vue et votre regard sur cette question, Sandrine Espagnol, ingénieure d'études à l'IFIP sur la thématique environnementale? Alors une chance, c'est difficile de prononcer ce mot parce que c'est quand même une période un petit peu douloureuse. Exactement. Pour autant, c'est vrai que ça met en mouvement et ça permet de prendre conscience des enjeux. Moi, ce que je trouve, c'est que ça a aussi ressouligné des fondamentaux que je trouve assez positifs, à savoir que la France a plutôt intérêt à être autonome du point de vue alimentaire, autonome du point de vue énergétique. Et c'est peut-être des choses qu'on avait un peu oubliées. Et donc, je trouve ça bien de remettre ça au milieu de la table pour s'intéresser au modèle de demain. Voilà, la souveraineté alimentaire et protéineuse. Et un écueil quand même à éviter, aller trop vite. Aller trop vite. Donc, on va essayer d'aller pas trop vite. On va donner la parole à Sophie Touénon, directrice bio RSE Sanders Avril. Quelle est votre position, Madame Touénon? Alors, bonjour à tous. On ne s'est pas concerté avant, mais effectivement, nous, on considère plus que c'est une vraie opportunité. Et parce que, comme l'a souligné Sandrine, ça nous ramène aux fondamentaux du modèle agricole français et des filières animales. Donc, en ce sens, c'est quelque chose de très positif pour nous. Vous avez parlé des douleurs qui nous entourent aujourd'hui et c'est un accélérateur pour justement engager la transition.
Seulement, le temps est long en agriculture et donc, collectivement, il faut qu'on construise tout ça. Très bien. Je vais vous inviter à passer le micro à votre voisin, Frédéric Fagnoul, généticien et responsable R&D chez Hubbard. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, vous, chance, opportunité, comment vous regardez ça de votre labo ? Alors, je ne suis pas en labo, mais je regarde ça. On regarde ça de très près, et puis depuis assez longtemps quand même. Donc, j'ai envie de dire en première approche, peut-être, oui, un mal nécessaire, en tout cas. Ouais. Quand on dit un mal, c'est MAL, on est d'accord. Hein. Oui, oui. mais donc aussi une chance, évidemment, puisque le but des sélectionneurs et aussi de la filière, c'est de toute façon de s'adapter. C'est, je pense aussi pour la société, une prise de conscience, quoi qu'il arrive. Et donc voilà, de toute façon, on n'a pas le choix, donc on y va. Allez, on y va. Patrice Driet, vous, quelle est votre position ? Collez bien votre micro à votre menton. Ouais, alors moi, ce serait une synthèse des trois, c'est plutôt un challenge. Waouh ! Le challenge, c'est quoi ? C'est répondre à une question dont on n'a pas toutes les solutions et faire en sorte de les trouver le plus rapidement possible. Pour la RSE, effectivement, je pense que beaucoup de gens faisaient de la RSE sans le savoir depuis des années. Et ça va être le moment de profiter des acquis et de pouvoir passer le cap difficile des premiers investissements et de la compréhension du système, du nouveau système qui se met en place. Très bien. Gardez le micro, Patrice Driet, puisque vous allez nous faire une rapide présentation avec quelques visuels de votre stratégie bas carbone au sein de la Coperle. 8 minutes chrono, ça nous amène aux alentours de 10h54, 55. C'est parti. C'est parti. Donc en fait, la Coperle, ses éleveurs et ses salariés ont depuis longtemps été obligés de relever différents défis. Hein. Le premier, c'était quand même l'environnement. Défi majeur, les directives nitrates, etc. Alors pourquoi je reviens si loin ? Parce que notre histoire environnementale dans la Coperle démarre là. Comment sauver 30% des éleveurs des Côtes d'Armor parce qu'on n'avait pas suffisamment de surface d'épandage. On ne peut plus utiliser les mêmes pratiques qu'avant, il fallait faire du traitement, etc. Donc ça nous a amené à réfléchir collectivement, pas par exploitation. Pour la filière Coperle déjà à l'époque, c'est-à-dire on disait ça aura un impact effectivement sur l'élevage, ça aura un impact sur l'industrie, ça aura un impact sur l'avenir du paysage local. Donc c'était fondamental de trouver des solutions, d'où l'idée de faire des stations de traitement biologique dans les élevages. Donc on en a fait 72. Enfin, les éleveurs ont fait 72, ça concernait 230 exploitations. Et tout de suite s'est posé le problème de qu'est-ce qu'on fait des résidus. Parce que il y a une partie qui part en N2, puis le reste, on en fait quoi? Donc on a décidé de faire une station de traitement de déchets organiques à la Coperle, qu'on a baptisé Fertival, puis après le CEDEV. Et ça a été la construction, les premières briques qui ont été posées. Donc c'est là que je dis qu'on faisait déjà de la RSE sans le savoir. Et ça nous a quand même permis de beaucoup avancer. Depuis, on ne s'est pas beaucoup calmé. Hein. Au fur et à mesure, on a créé une vraie filière environnementale. Alors vous la voyez derrière moi, hein, donc je préfère me lever parce que c'est plus facile. Vous inquiétez pas, hein, c'est filmé devant également. Alors, on a cherché à chaque fois des solutions, mais on a aussi cherché l'aspect positif. Quelle opportunité ça nous apporte? Ça nous a apporté qu'aujourd'hui, avec le challenge qui nous intéresse depuis quelques années, on a déjà sinon toutes les réponses, déjà une partie des réponses et une partie des outils. Alors, on a travaillé sur les émissions gazeuses. La production d'effluents, qu'est-ce qu'on en fait? La consommation de ressources naturelles, c'est un challenge aussi. Et la génération, comment valoriser ce qui est un déchet, en faire une matière première. Par la suite, on a quand même un gros avantage, c'est notre organisation en filière. C'est-à-dire que les agriculteurs ne sont pas seuls dans leur prise de décision. L'industrie a besoin d'énergie, a besoin de matières premières. Par contre, il y avait besoin d'énormément d'investissements. Je vais revenir là-dessus. On y a consacré une équipe R&D dédiée. Aujourd'hui, il y a plus de 100 plein temps chercheurs à la Coperle, dont 25 uniquement sur l'environnement. Et ses ramifications, parce que le mot environnement, c'est un mot très vaste. Et donc, aujourd'hui, on peut dire qu'on a une culture R&D très forte et que c'est aussi le fruit d'investissements. Dans la filière environnement Coperle, depuis 1996, on a investi 300 millions d'euros.
Et ça, avec l'acceptation des éleveurs, hein, malgré les crises, malgré les contextes difficiles, leurs investissements personnels, on a réussi à expliquer aux gens que se sauver ensemble, c'est plus facile que de se sauver tout seul. Et ça a été donc nos premiers challenges à la première période. Et ensuite, on a réfléchi à une stratégie bas carbone qui est complète, vous voyez. Hein, on y retrouve tous les segments de la production, amont, aval, avec toutes les conséquences. Et sujet par sujet, on a des gens qui cherchent à des solutions complémentaires de ce qui existe déjà. L'objectif est clair. Dans un temps, d'abord, pour faire un objectif, il faut calculer les impacts. Mesurer les impacts, alors c'est ce qu'on a fait. Hein. Alors ça part des élevages. Hein. 53% des rejets sont dans l'élevage. Donc il faut qu'on trouve une solution. C'est le plus gros pavé. Hein. Ensuite, on réfléchit à tous les intrants externes, l'énergie, les fret, le déplacement, le transport consommateur, l'utilisation et la fin de vie des emballages, etc. Ensuite, quand on se rapproche de la partie élevage, l'impact animal, c'est quoi? C'est la fermentation du lisier, c'est l'aliment, c'est l'énergie, c'est les sujets fondamentaux. Alors ça remet tout en cause. Hein. Ça remet en cause le mode de production, la transformation, l'alimentation, la génétique, le bâtiment. Et après, on en fait quoi? Parce qu'il ne faut pas que ce soit que des coûts. Il faut que ce soit aussi des bénéfices à moyen ou long terme. Quand je dis qu'on a dépensé 300 millions d'euros, c'est une activité qui a été déficitaire pendant 27 ans. Il a fallu de la patience. Mais en même temps, on réglait un problème dans l'élevage. Donc ça pérennisait la production. Donc voilà, c'est un peu notre stratégie qu'on a. Et donc depuis 3 ans, on réfléchit sérieusement à la stratégie nationale bas carbone. Donc sur le transport, l'agriculture, production végétale, production animale, parce qu'on fait du bovin, on fait du porc, on fait des céréales, hein, et tous agriculteurs, l'industrie et la production d'énergie. Le but, c'est de se fixer des objectifs à 2030. Alors, on est à fixer pour le transport 100% des produits décarbonés. Pour l'agriculture, avoir progressé de 46%. L'industrie, on espère avoir progressé de 80%. L'industrie et production d'énergie, on ne vise pas l'autonomie, mais on y réfléchit quand même le plus rapidement possible. C'est-à-dire que le site de Lamballe, on est déjà très avancé. Bon, on a quand même 23 usines industrielles. Donc, il faut réfléchir chacun dans chaque segment de production, amont, aval, quelle stratégie on emploie et quels moyens on met en œuvre. Et puis après, il faut faire des arbitrages. Qu'est-ce qui est le plus urgent? Voilà, la dernière diapo. Qu'est-ce qui est le plus urgent? Un peu tout, quoi. Un peu tout. Ouais. Donc, l'énergie a un gros avantage, c'est qu'elle concerne tout le monde. Elle va concerner les agriculteurs. Hein. Quel carburant mettre dans nos tracteurs, nos groupes électrogènes? Le gaz? Quelle solution de production de gaz dans l'exploitation? L'autonomie énergétique? L'électricité, bon, on réfléchit, mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas encore... C'est peut-être le sujet le plus complexe qu'on a encore à solutionner. Pour l'industrie, on a à peu près les mêmes challenges. Et donc, on travaille dessus, point par point, et on essaie d'avancer. Alors, on a déjà bien progressé. Hein. Donc, on est capable de proposer aujourd'hui un biocarburant agricole. Alors, pour le moment, il est à l'essai sur 2 camions et 3 voitures. Une usine neuve va être créée à Plétan, où l'objectif, c'est d'avoir un carburant sans aucun effet négatif pour tous nos tracteurs, tous nos engins motorisés dans les fermes, tous nos camions, tous nos Manitou dans l'industrie, tous nos moyens circulants qui nécessitent un carburant. Ensuite, on va rentrer dans d'autres solutions. Sur le sol, qu'est-ce que le sol peut amener comme matière première nouvelle? Bon, on parle du miscanthus. L'allongement, on a une stratégie aussi au niveau des cultures. Les rotations, l'azote, le semi-direct, enfin, les sols couverts en hiver, la Bretagne, on était déjà champion de France puisque ça fait très longtemps que c'est en place. Comment réduire le NH3? Là, c'est par exemple quel type de bâtiment demain peut permettre d'économiser du NH3? Méta-collective ou semi-collective?
ou petite méthanisation. On ne veut pas que la méta ait un impact sur les sols agricoles. On ne veut pas que la méta ait un impact sur l'alimentation. C'est fondamental. Notre boulot, c'est de donner à manger aux gens. Ce n'est pas de nourrir des méthaniseurs. Donc il faut absolument trouver des méthodes plus économes en terre et en foncier. Patrice, on ne va pas rentrer entièrement dans le détail, sachant que tous les publics peuvent avoir l'image. Donc ils vont pouvoir décortiquer l'ensemble. En clair, stratégie carbone, objectif, moyens, argent, humain. C'est-à-dire qu'on a une stratégie bas carbone pour les 10 ans qui viennent, qu'on a écrite, qu'on met en œuvre. On sera autonome sur certains points dans 3 ans, dans d'autres ce sera 5, dans d'autres ce sera 10, mais on progresse sur tous les sujets concernant ce dossier. Alors, quel est le sujet qui vous apparaît pour vous le plus complexe en fait aujourd'hui à mettre en œuvre, parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Voilà, c'est pas aussi simple que ça. Quels sont, on va dire, ou quel est le pilier là, le plus complexe à gérer? Le sujet clé, c'est comment continuer à gagner sa vie normalement, malgré des contraintes nouvelles. C'est-à-dire essayer de garder un revenu, que ça ne soit pas trop consommateur de finances, et que les exploitants agricoles aient quand même la capacité de réinvestir. Parce que pour avoir une stratégie bas carbone, il va falloir certainement faire beaucoup de modifications dans les bâtiments d'élevage, il va falloir peut-être installer une petite méthanisation, enfin il va falloir changer un tas de choses. Donc maintenir un revenu pour les agriculteurs, c'est fondamental. Ensuite, on veut aussi garder nos salariés. On a 8000 salariés, il n'est pas question de les mettre à la rue parce qu'on sera en retard sur les sujets concernant l'industrie. L'énergie, c'est fondamental. L'emballe, on sera très très vite auprès de l'objectif et on réfléchit sur chaque site à regrouper les effluents de toutes nos usines et faire dans des points clés et faire des investissements. On y réfléchit sur Montfort, sur Saint-Mexan. Voilà, on avance, qui seraient des petites copies de ce qu'on a à Lamballe. Très bien. Merci en tout cas Patrice de cette présentation, d'avoir été aussi clair dans la présentation de cette stratégie bas carbone, mise en place depuis maintenant 3 ans, de ce que j'ai compris. Un peu plus Officiellement. Baptisé bas carbone depuis 3 ans. Voilà. On y réfléchit depuis 30 ans. Voilà. Enfin, 30 ans. Mais si, parce qu'on avait un problème d'azote, on avait un problème de phosphore, on a un problème de potasse dans les exploitations. Oui. On a fait des stations de traitement, il fallait trouver. Et depuis 30 ans, on fait de l'énergie verte avec les déchets de nos stations de traitement d'idées. Donc voilà, il y a un travail qui se fait. Déjà un cheminement. Vous avez maturé en quelque sorte. Voilà, on a déjà un cheminement. Ouais. Ok, jusqu'à ces 3 ans. Où là, c'est l'accélérateur. Objectif, accélération, voilà, 2040, objectif. Avec un point d'étape important en 2030. Ouais, et 2040, on espère être à la neutralité. Très bien. Sandrine Espagnol, passez le micro à Sandrine Espagnol. Parce que Sandrine, vous êtes ingénieure d'études à l'IFIP sur la thématique environnementale. Ne le cachons pas, on a vu qu'il y avait des éléments qui apparaissaient venant de l'IFIP. Donc je pense que vous avez travaillé, ça paraît logique, en totale coordination et compréhension. Selon vous, la Coperle aujourd'hui, à travers la stratégie qu'a présentée Patrice Driet, coche toutes les cases pour réduire son impact carbone. Que retenez-vous, vous, en tant qu'ingénieur, du travail qui est mené par la Coperle ? Que c'est un bon travail, parce que l'objectif de réduction de 46%, c'est aussi l'objectif des scénarios de la SNBC pour la France, pour la partie agricole. Donc ça démontre qu'il y a une solution, en tout cas, pour y arriver. Non, après, dans le modèle de la Coperle, oui, on retrouve des leviers sur lesquels on communique depuis plusieurs années déjà, à savoir l'efficience, comme quoi l'efficience en élevage et en production agricole est bonne pour le climat. Ça, c'est votre dada, on va dire, hein. L'efficience, la performance technique, quoi. Oui, c'est ce que montrent les résultats. Mais c'est aussi assez intuitif. Hein. Un porc qui va consommer moins d'énergie, moins d'aliments, moins de surface, on arrive vite à palper que c'est bon pour l'environnement. Oui, mais en même temps, vous dites moins de surface, et là, tout de suite, on se pose des questions sur moins de surface. Est-ce que c'est du bien-être ? Ah oui, alors pardon, je parlais moins de surface mobilisée agricole pour nourrir les animaux. D'accord, merci d'avoir fait cette précision. Parce qu'effectivement, la surface par animal va plutôt en augmentant. Et il ne s'agit pas de... Voilà, d'accord, très bien, merci d'avoir fait cette précision. Donc après, je vois aussi la notion de recyclage, la notion d'investissement dans des technologies qui sont favorables à l'environnement.
Et donc tout ça, pour moi, est de nature à améliorer l'environnement. Après, la particularité de la Coperle, c'est vraiment la dimension collective. Et les éléments qui font partie de la solution de la Coperle sont tout à fait accessibles aussi à l'échelle individuelle pour des éleveurs. Donc ce n'est pas la solution, c'est une solution. Mais travailler sur la méthanisation, sur les évacuations fréquentes des effluents, sur l'alimentation des animaux et les performances techniques, ça c'est accessible à tous les éleveurs et à toutes les autres filières. Eh bien, on va parler à un éleveur, à Didier Lucas, qui est président de la Chambre d'agriculture du 22, vice-président de la Chambre régionale d'agriculture. Vous, Didier, vous êtes éleveur. On rappelle rapidement votre exploitation porcine. Oui, donc je suis producteur de porc sur 220 truies sur la commune de Saint-Alban. Bon, il faut aller vers ce modèle, stratégie RSE, là. Stratégie RSE, oui, effectivement, et je suis adhérent Coperle depuis 1 an. Et ce qui m'a fait aujourd'hui évoluer vers ce modèle, c'est qu'on voit que certains produits qui étaient un déchet il y a 20 ans deviennent une opportunité financière. Et quand on regarde l'ensemble des filières, pour une filière comme la Coperle aujourd'hui, il est plus facile de récupérer ces déchets qui étaient des déchets mais qui deviennent des opportunités. Et aujourd'hui, sur le prix final, il faut que les éleveurs puissent en récupérer. Et s'ils ont l'ensemble de la filière, ils pourront en récupérer le maximum. Aujourd'hui, c'est le reste de la filière qui n'est pas en filière comme celle de Coperle. C'est comment on va faire exactement pour récupérer l'ensemble. Mais je dis, il y a une chose à faire attention aussi. Il ne faut pas que les coproduits de l'élevage deviennent plus lucratifs que le produit noble. Oui, avoir des éleveurs énergéticiens, comme on entend ça. Avoir des éleveurs énergéticiens, mais en termes de valeur. Il ne faudrait pas demain, et c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui sur certaines méthanisations, où l'élevage devient secondaire par rapport à la production d'énergie. Oui, ça devient un peu un prétexte pour pouvoir faire de la méthanisation, quoi. Exactement. Et après, même de lâcher l'élevage pour utiliser des sols pour uniquement faire de l'énergie. Oui, on manque d'énergie. On va être tous à 19 degrés, nous a dit le président Macron. Oui, il y a aussi une chose, c'est qu'il vaut mieux avoir peut-être un peu froid qu'un peu faim. Et la souveraineté alimentaire, elle ne décrète pas comme ça. Et il faut être très vigilant là-dessus. C'est pour ça que de récupérer sur l'ensemble de la filière nous permet aujourd'hui de continuer l'élevage et de récupérer collectivement. Mais il y a aussi tout l'aspect individuel dans nos exploitations qui nous permet aussi d'économiser de l'énergie, c'est la récupération de gaz. Je vois les nénuphars. Il y a un tas de choses aujourd'hui dans nos exploitations individuellement qui doivent nous permettre. Il y a la solution collective et il y a aussi les individualités des exploitations. Mais bon, pour aller beaucoup plus loin, c'est vrai que la filière est plus facile à gérer dans le sens comme aujourd'hui Coperle. Mais demain, je pense qu'il faudra trouver des solutions pour l'ensemble des éleveurs et pas qu'une partie des éleveurs. Et c'est pour ça il va falloir travailler pour récupérer, je pense aussi à l'équarrissage. À un moment donné, ce qui était un déchet il y a quelques années, on voit que c'est des opportunités. Il y en a qui en font de l'argent de façon très conséquente. Et des carburants, on a déjà nos voitures qui roulent avec des déchets de l'équarrissage, mais qui ne sont pas récupérés par les éleveurs. Et demain, il faudra y penser. Alors, vous allez pouvoir passer le micro justement à votre voisine, Sophie Touénon. Vous êtes donc directrice bio RSE Sanders Avril. Allez, quel regard vous portez sur vos petits voisins ? Je crois qu'on a tous des clients éleveurs d'une manière générale ou adhérents. On est au service donc de l'élevage et on a la même problématique. Vous avez des intérêts communs en fait. J'allais dire pour autant on a des défis communs, mais les réponses sont sans doute pas les mêmes du fait de l'organisation, du fait de l'implantation. En ce qui concerne Sanders, on a. Vous êtes sur le plan national déjà. Sur le plan national, on ne produit pas du poulet. On parle d'aviculture. Je vais essayer de compenser. Bien sûr, bien sûr. On y arrive progressivement à en tout cas, on a des systèmes de production diversifiés auxquels on doit adapter les réponses. On a aussi des territoires dans lesquels on est capable de faire des choses. Je pense au sud-ouest avec le soja qu'on ne peut pas faire dans le Grand Ouest, par exemple. Donc, les réponses ne seront pas les mêmes. Et puis, surtout, Sanders appartient au groupe Avril, donc, qui a pour mission la valorisation des filières oléoprotéagineuses. Au printemps, Avril a révélé sa raison d'être servir la terre, qui se compose de 6 engagements. Et le climat, en particulier, est un des 6 engagements que l'on souhaite traiter.
Donc les sujets qu'on aborde aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, on a touché du doigt un certain nombre de sujets, mais c'est pas toujours évident de prioriser, c'est pas évident d'avoir une feuille de route. Donc chez Avril, grâce à Servir la Terre, grâce à ces 6 engagements, on a fixé des caps. La réduction pour nous, c'est 2030. Et là, de là, on va construire notre feuille de route. Voilà, moi j'ai vu, Politique et RSE vise 2030 avec une réduction de 30% de toutes vos émissions de gaz à effet de serre, directes et indirectes, versus 2019. On est sur le bon chemin, là, actuellement, puisque c'est vous qui êtes la directrice RSE. Oui. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, la première étape, c'est de mesurer où sont les postes d'émission. On l'a vu tout à l'heure. Alors, nous, on n'aurait pas tout à fait les mêmes graphiques du fait de notre implication dans les filières qui peuvent être différentes. Quand on est fabricant d'aliments, la première responsabilité, elle est autour notamment en aviculture et en porc. Je mets de côté toute la filière lait ou bovin d'une manière générale, qui a d'autres défis, mais vous l'aborderez, je crois, demain. Exactement. En tout cas, dans des filières plus monogastriques, l'enjeu de l'approvisionnement de la protéine non déforestée, l'enjeu de la dépendance à l'importation déforestée est majeur. Pour autant, et ça a été dit tout à l'heure, il y a un certain nombre d'actions aussi à mener par ailleurs qui concernent toute l'entreprise. Alors pour répondre à cet enjeu d'approvisionnement, chez Sanders, on a signé l'engagement du Ralim, qui consiste à ce qu'en 2025, on arrive sur l'utilisation de 100% de soja non déforesté. Et d'une manière générale, on a investi dans des outils de trituration pour produire des protéines alternatives au soja importé. Alors c'est là qu'on a vraiment une réponse diversifiée en fonction du territoire. Quand on est dans le sud-ouest, on a des outils comme Sojalim où on va par exemple doubler cette année la production de tourteaux de soja origine France, non OGM. Et en Bretagne, pour prendre le cas ici de Sanders Bretagne, on va plutôt travailler du colza et la production de tourteaux de colza chaud. Très bien, merci pour déjà ce premier niveau d'information sur ce que vous faites également au sein de Sanders. C'est important de voir selon justement les filières, selon également les différentes stratégies développées par les groupes, comment elles avancent sur ce sujet très impactant aujourd'hui. Frédéric Fagnoul, je viens vers vous, vous êtes généticien, responsable R&D UBAR. Vous n'êtes pas que dans votre labo, j'ai bien retenu la leçon. Vous travaillez sur le marché du conventionnel, mais aussi sur le poulet premium, à croissance plus lente, pour obtenir notamment du label rouge. Rappelons que vous êtes installé le siège est à Saint-Brieuc. Que vous êtes dans 2 centres de sélection, l'un sur Rennes, l'autre en région parisienne. Vous êtes présent également à l'international. Alors, en préparant ce débat, vous souhaitiez insister sur l'importance de recadrer. Il y a toujours quelqu'un qui veut recadrer le débat. Donc, on va recadrer le débat avec vous tout de suite. La filière volaille, c'est 6% des gestes et c'est 6% sur 30%. Alors que finalement, 30% de la production animale et que le reste, c'est hors animal. Donc, en gros, vous n'avez pas grand-chose à faire, en fait. Là, je suis désolé, mais je vais vous contredire tout de suite. Recadrer le débat. Je voudrais recadrer surtout, on a parlé beaucoup de filières. Oui. On a aussi parlé qu'un des éléments de la filière, c'est l'animal. Oui. Et donc la génétique qui est derrière. Moi, mon dada, c'est la génétique. Et donc, c'est aussi l'efficience au niveau génétique. On sait que l'aliment, en termes de coût de production, notamment chez le poulet, c'est environ 60-70%. C'est aussi l'empreinte carbone qui est majoritaire dans la production du poulet. Et donc, on sait que l'efficience alimentaire, c'est donc un grand levier, un levier majeur pour réduire l'empreinte carbone, mais aussi les coûts. Parce que les deux sont liés et c'est tant mieux, ça va plutôt nous aider. On est habitué en sélection de travailler avec des corrélations négatives. Là, pour le moment, c'est plutôt positif. Donc allons-y. C'est pas nouveau, c'est lié à l'économique. Si on compare un poulet de 1970 et un poulet de 2022, le poulet de 2022 consomme, en tout cas, une empreinte carbone de 50% inférieure à il y a 50 ans. Donc, on n'a pas attendu les 5 dernières années pour vous réveiller, vous non plus. En termes d'objectifs, ce qu'on peut dire, en tout cas le poulet conventionnel, c'est à l'horizon 2030, on aura encore
réduit ou amélioré l'efficacité alimentaire d'environ 15%. Donc on avance. Il faut quand même laisser quelque chose un petit peu sur l'animal. Oui. Alors, évidemment. Mais bon, on attaque aussi les leviers. Bon, je parle du levier principal qui est l'efficacité alimentaire. Ouais. À côté de tout ça, il y a aussi tout ce qu'on fait sur les problèmes de pâtes, sur la mortalité, notamment la mortalité tardive. Donc, tout ce qui va être éviter le gaspillage via la mortalité. Le sourcing de l'alimentation. Le sourcing de l'alimentation, hein, comment ne plus acheter du soja importé ou comment acheter du blé qui est fait sur des terres mieux gérées. Je voudrais parler aussi de la partie eau, parce qu'on parle de l'aliment, mais aussi on voit que le recyclage de l'eau, c'est aussi une vraie problématique. Peut-être un peu moins en Bretagne que dans d'autres régions. Oui, encore que, il faut se rappeler qu'il y a 15-20 ans, là aussi. La Bretagne était sous le feu des projecteurs par rapport à l'eau. Donc on a aussi amélioré les choses et on voit qu'on est sur le long terme. Mais donc efficacité alimentaire, efficacité en termes d'eau aussi, c'est important. Réduire l'excrétion dans l'environnement de l'animal. Voilà, donc vous avez en fait des combats très conjoints avec ceux qu'on a pu entendre, ceux de la Coperle, ceux également de votre collègue juste à côté, Sophie Touénaud. Il y a aussi un aspect important, c'est que ce que vous évoquez là par rapport à cette efficience au niveau de l'animal, c'est une efficience aussi qui doit être prise en compte à travers la problématique du climat et notamment ce qu'on appelle le stress climatique. Vous pouvez nous en dire un peu plus parce que c'est vrai qu'en fonction aussi des régions, il y a des régions où peut-être le stress est moins important que d'autres en fonction justement des évolutions du climat, mais en tout cas il faut aussi se battre sur ce terrain-là. C'est un sujet qui n'a peut-être pas trop été développé par la partie Coperle, donc on reviendra avec lui sur ce sujet-là, mais le stress climatique c'est un élément important aussi à prendre en ligne de compte. Alors on l'a vaguement abordé en parlant d'adaptation de l'animal à son environnement. Bon, nous, on est une société de sélection qui vendons partout dans le monde, donc en France, en Europe, en Asie, en Afrique et aux États-Unis. Et vous avez des fermes pilotes aussi, ça. On a des fermes pilotes un peu partout qui nous permettent de valider que le modèle de sélection qui est fait chez nous, en France ou aux États-Unis, est capable de performer dans tous les environnements. Alors, on parle de chaleur, d'humidité, mais aussi de qualité de l'aliment, de sourcing d'aliments, type d'aliments, etc. Donc là aussi, c'est pas quelque chose de nouveau. Là où c'est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on parle de climat chaud en France. Oui. Et donc, tout ce travail-là doit aussi, aujourd'hui et demain encore plus, être axé sur la partie européenne de nos activités. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a une sélection dans des élevages, on va dire, très, très contrôlés au niveau sanitaire, au niveau type d'aliments qu'on y met. Et donc pour valider la sélection qui est faite dans ce type d'environnement, qui n'est pas l'environnement du marché, de nos clients, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du testage surapparenté de nos animaux dans des fermes que j'appelle des fermes de challenge, donc de challenge en termes de conditions de température, mais aussi de qualité et de présentation de l'aliment. Donc avoir les informations désapparentées qu'on lie à nos animaux pédigrés, nos animaux candidats à la sélection, à la génération d'après, qui va améliorer notamment l'efficacité alimentaire. Ça permet de valider que nos poulets sont résilients. C'est un autre mot un peu à la mode. Oh là là, non, pas ce terme-là. On sort de 2 années de Covid. Non, pas ce terme résilience. Enfin bon, chacun a ses petites marottes dans la tête. Patrice Driet, je vais vous passer le micro parce que on a parlé justement de tous ces piliers sur lesquels vous travaillez au niveau de la Coperle. Est-ce que celui justement de la problématique qu'évoquait il y a quelques instants Monsieur Fagnoul, c'est quelque chose aussi qui est pour vous, j'imagine, indispensable. Vous êtes président de la Coperle, mais vous êtes surtout éleveur. D'abord et avant tout, vous êtes très investi sur les dossiers environnementaux. Donc c'est évident que pour vous, le stress climatique, c'est aussi un élément que vous prenez en compte, je pense, de manière prégnante et que vous essayez aussi de mettre en place au sein de la Coperle. Ouais, on est peut-être un peu moins concerné que les poulets parce que le porc a un petit peu plus de résistance. Si on est beaucoup aussi un système de ventilation centralisé, oui,
c'est gênant, ça ralentit un peu les croissances, mais on n'a pas les hécatombes qu'on peut avoir dans certains moments au-dessus de 40 dans certaines régions françaises, où, effectivement. Donc on est très équipé en cooling, etc. Les bâtiments récents aujourd'hui sont quasiment adaptés à ce type de situation. Par contre, effectivement, il ne faut pas que ça augmente plus, hein, parce que chaque système, ça va augmenter, on le sait. Chaque système aura ses limites. Ça va augmenter encore. Oui, donc on continue à réfléchir. On a aussi en R&D le bâtiment de demain, un peu plus de place pour les ports, un peu plus de volume, des systèmes de ventilation, peut-être même des fois revenir des systèmes simples, hein, même en statique dans certains cas. Voilà, parce qu'il faudra économiser de l'énergie. Donc pour économiser de l'énergie, moi je sais que j'ai un bâtiment entièrement statique, hein, même positif en énergie, puisque les effluents partent pour chauffer la ville de Lamballe. Il est sans ventilateur. Par contre, on a bien réfléchi sur les flux d'air et on se rend compte que la chaleur est moins un problème que la circulation de l'air. Et avec un petit peu de brumisation, les affaires se passent plutôt bien. Donc les gens, globalement, je pense qu'en port, on a des outils pour répondre à ça et les bâtiments de demain en tiendront forcément compte. Je me tourne vers Didier Lucas. Vous êtes en tout cas, vous l'avez évoqué dans ce sujet-là, particulièrement partie prenante. Vous le dites, la montée en gamme, c'est un investissement, c'est du temps long, ça a un coût également. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en ligne de compte, parce que notre société elle demande aussi la qualité du produit, mais aussi on se retrouve avec une vraie problématique de capacité à faire face, parce qu'on a également des coûts liés à la problématique environnementale et climatique. Effectivement, chaque sujet a un coût financier, puisque quand on prend l'environnement, que ce soit au niveau de la fertilisation ou derrière du climat, c'est des choses qu'on peut s'adapter. Comme disait Patrice, nous on a Climabat au Champ de l'Agriculture, mais il y a un tas d'adaptations qui permet de pallier à ces pics. Malgré tout, comme le disait, il y a des très très forts pics où là ça devient très très compliqué et on n'a pas les moyens de monter à une climatisation dans chaque bâtiment. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des moyens assez simples pour pallier aux pics que l'on vit aujourd'hui, même si ça augmente encore un petit peu. On a vu cet été des plus de 40 degrés avec très peu d'accidents en élevage, ce qui veut dire quand même que nos élevages sont quand même adaptés au climat que l'on a, même avec ces pics. Moins en volaille, puisqu'il y a eu des soucis en volaille de façon plus conséquente, notamment le 18 juillet. Mais je pense que la société, l'ensemble de la société, on est encore prêt à faire des choses, mais il faut que la société le partage et comprenne que la souveraineté alimentaire, ça ne se décrète pas, et c'est des moyens financiers qu'il faut mettre en face. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde va le comprendre, tout le monde essaie de le comprendre. On est presque... On parle de pénurie, ça fait peur. Et demain, je pense que nos concitoyens sont à même de comprendre que l'alimentation, elle va coûter un peu plus cher. Alors, moi, j'ai quelque chose qui m'a particulièrement marqué, parce qu'en échangeant avec vous en amont pour préparer cette table ronde, j'ai eu à un moment donné un échange avec Sandrine Espagnol qui m'a fait bien comprendre que, par exemple, il y a des choix à faire. Les choix à faire, par exemple, c'est entre fumier et lisier, par exemple. Et que vous m'avez expliqué, de manière claire, en tant qu'ingénieur, que le fumier... c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le rejet de CO2 par rapport au lisier. Et puis, qu'est-ce que j'entends hier soir sur France Info? J'entends un de vos collègues, Marc Dufumier, excusez-moi, il s'appelle ainsi, agronome à AgroParisTech, sur France Info, qui affirme hier soir qu'il fallait valoriser la fabrique du fumier. Alors que vous disiez que le fumier, c'est quelque chose qui peut-être est à faire avec vraiment, en tout cas, à ne pas obligatoirement privilégier. Comment peut-on s'y retrouver, finalement, dans ces différences de point de vue, ces différences d'approche, quand il faut, à un moment donné, prendre des textes, des réglementations qui vous marquent tous, vous êtes tous marqués par ces problématiques de réglementation, et à un moment donné, on ne sait plus vers qui s'orienter. L'un dit plus de fumier, l'autre dit moins. À un moment donné, où allons-nous? Et pourtant, vous n'êtes pas totalement en désaccord avec Marc Dufumier. Après, il ne s'agit pas de dire qu'il y a un très bon système et un très mauvais. C'est qu'en fait, chaque système va avoir son lot d'avantages et son lot d'inconvénients. Sur le climat, effectivement, un fumier, ça émet pas plus de CO2, mais ça émet plus de protoxyde d'azote, oui. Le N2O,
qui est effectivement un gaz avec un fort pouvoir de réchauffement global. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut retirer tous les fumiers de tous les élevages porcins. Ça veut juste dire que sur cet aspect-là, ce système-là ne va pas forcément être meilleur. Mais je pense que ça a été dit par les différents intervenants, il y a le climat, il y a le bien-être animal. Quand on parle environnement, il y a aussi l'acidification, la consommation d'énergie, les consommations d'eau, ça a été cité. Oui. Il y a la qualité du travail pour l'éleveur. Il y a les aspects sanitaires qui deviennent aussi prégnants dans les choix à faire. Donc, pour répondre à votre question, c'est qu'il n'y a pas une solution simple. C'est vraiment une approche multicritère qu'il faut qu'on ait. D'où mon teasing en début de table ronde pour dire qu'il ne faut pas non plus se précipiter. Puisque la solution toute prête, toute évidente, nous personnellement à l'IFIP, on ne l'a pas encore. On travaille pour trouver des modèles plus durables. Déjà, il n'y en aura pas qu'un. Je pense qu'il y en aura plusieurs. Mais il ne faut pas s'attendre à trouver un modèle qui va être bon sur tout. Vous pouvez peut-être réagir, Patrice, parce que je sais que vous avez un impératif à 11h30. Alors sur ce sujet-là, non, moi on fait confiance aux chercheurs. Il faut quand même être conscient qu'il y ait des interprétations, etc. À nous aussi d'analyser quel choix on veut faire dans nos investissements. Non, moi je voulais juste revenir sur deux choses. Si on veut aller au bout du combat, il ne faut pas de frein. Il ne faut pas de frein. Alors des freins, je vais donner un exemple. C'est quoi les freins? C'est réglementaire? C'est des freins réglementaires. Je vais prendre par exemple à Lamballe, on a une station d'eau qui traite l'équivalent de la ville de Rennes et de Nantes sur 700 mètres carrés. On a un rejet obligatoire dans la rivière qui est de 30% pour pouvoir alimenter la station de Lamballe et maintenir un étiage après traitement. On est capable aujourd'hui de recycler 100% de notre eau. 1,3 milliard de on est capable, ça veut donc dire que... On est capable de tout récupérer. On a un projet qui s'appelle Reuse, qui est soutenu par d'autres coopératives pour qu'on puisse réutiliser dans certains ateliers cette eau, qui nous éviterait de pomper 350 000 m3 dans le réseau public qu'on est obligé d'aller chercher parce que réglementairement, on ne peut pas utiliser cette eau-là. C'est de l'eau ultra filtrée et osmosée avec 0 germe. On est obligé de la recharger en minéraux et on n'aurait même pas besoin de la désinfecter. Donc c'est-à-dire même pas besoin de chlore. Et on n'arrive pas à avoir cette autorisation. Donc on a besoin que les freins sautent. Pour l'équarrissage, on a une ressource, les animaux morts en élevage, c'est nos animaux. On les a nourris, on s'en est occupé, on a eu des coûts. Et aujourd'hui, cette valeur, elle est captée par deux entreprises, avec la complicité d'un certain nombre de responsables professionnels et politiques. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. L'intérêt commun, c'est de réapproprier nos ressources pour retrouver de l'énergie qu'on est aujourd'hui incapable de produire. Et c'est un enjeu majeur. Et donc moi, je vais terminer là. Que l'intelligence remplace la politique, que l'administration écoute ses administrés et qu'on puisse avancer rapidement sur les sujets parce qu'il y a le feu dans la paille. Voilà. Merci. Merci. Restez un tout petit peu encore avec nous quelques instants. Je vais donner la parole à, bien entendu, Sophie Touénon. C'est important également ce qu'il a évoqué, monsieur Patrice Riet. Est-ce que vous souscrivez à ce qu'il dit là aujourd'hui, Sandrine? Sophie Touénon. Alors, des difficultés, il y en a forcément, des blocages, il y en a, ils sont nombreux. L'administration ou le cadre réglementaire, effectivement, en fait partie parce que souvent, alors le temps agricole est long, mais le temps réglementaire est encore plus long, surtout quand on parle d'administration. Mais il faut quand même un cadre, on est d'accord? Il faut quand même un cadre. Il faut rassurer aussi Moi, les populations. On a aussi sur justement la stratégie bas carbone en France un temps d'avance. Il faut aussi le mesurer. Le modèle agricole français, il est regardé par l'Union européenne. On a mis des choses en place collectivement par les différentes filières. Et donc ce leadership quelque part que la France a acquis, il faut le faire valoir au niveau européen. Il faut garder cette approche-là et pouvoir justement influer sur nos copains européens parce que le marché, il n'est pas français. Globalement, le cadre, il n'est pas français. Et donc, il faut pouvoir s'adapter à ce cadre européen. On en a d'autres, des problématiques posées par ces approches bas carbone, par l'évaluation, par ces dilemmes également. On parlait tout à l'heure de l'indice de consommation, de l'efficacité des régimes alimentaires. C'est clair que
les entreprises, on est face à deux têtes. On est tous consommateurs, on est tous citoyens. Alors nous, on est un petit peu aujourd'hui là entre professionnels et je pense qu'on se comprend. Parce qu'on est des scientifiques, des agronomes et donc on se comprend tous, on parle le même langage. Le citoyen, le consommateur n'a pas la même grille de lecture et c'est vrai que quand en fait on prend l'angle du bas carbone par le prisme bas carbone, par exemple, de l'indice de consommation, on aurait tendance à plutôt faire valoir des systèmes hyper productifs. Par contre, si on veut répondre à des attentes sociétales, on va s'orienter vers des systèmes beaucoup plus alternatifs qui sont forcément beaucoup plus émetteurs. Et on a une vraie difficulté à pouvoir essayer de répondre à ces enjeux-là. Les généticiens vont travailler, on va travailler tous en collectif par rapport à ça. Et je voudrais d'ailleurs revenir sur un point par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'énergie, le stress thermique. La première économie, quelque part, dans un bilan, il y a les émissions et puis il y a ce qui est capté. Dans les émissions, c'est la calorie qu'on ne va pas dépenser. Et il y a tout un travail encore à faire. On a parlé des systèmes de ventilation, sur les diagnostics ventilation, les choix énergétiques qu'on va faire, que les éleveurs peuvent faire, parce que la réponse, elle est individuelle, elle est à l'échelle de chaque exploitation, voilà, de chaque élevage. Donc nous, à la fin du mois, on organise un forum autour des solutions que peuvent avoir en fait les éleveurs de porcs et de volailles pour répondre à ces défis-là. Alors, d'après ce que j'ai compris, je ne sais pas si vous pouvez le développer, il y a une forte volonté d'implication des éleveurs. Vous allez mettre en place des communautés, c'est ça ? Oui, alors chez Sanders, on est organisé en 14 territoires sur l'ensemble du territoire national. Et justement, pour se connecter avec leurs enjeux, on va organiser, donc on va mettre en place 14 communautés. La première, quelque part, et on l'amorce là avec à la fin du mois de septembre avec ce forum autour de l'énergie pour trouver ensemble les solutions adaptées à leur modèle d'élevage. Très bien, merci en tout cas. Didier, vous souhaitiez peut-être apporter un commentaire. Oui, je voulais juste rappeler qu'on a un climat quiz qui est sur ce stand, qui permet à chaque exploitant de faire l'état des lieux de son exploitation et de voir là où il peut apporter des améliorations, notamment sur le climat. Et je pense que ce que vous faites, c'est très bien. Ce que l'on fait, c'est très bien. Si on arrive à vulgariser tous ces diagnostics pour tout le monde et pour l'ensemble des filières, ça sera un vrai gain demain. Quelque part, vous dites, essayons de monter un climat quiz tous ensemble. Un grand climat quiz qui concernerait tout le monde, mais qui ne serait pas spécifique à Sanders ou spécifique à la Coperle. La Chambre d'agriculture est partie prenante de notre journée, donc on a vos experts avec nous. Voilà, super, bravo. Et donc, Frédéric Fagneux, en tant que généticien, on revient sur la partie également performance de l'animal, les contradictions du consommateur, et puis également la problématique que vous avez déjà évoquée, qui tourne autour de cette performance du bilan carbone, la qualité et le bien-être. C'est vrai que vous aussi, vous êtes dans un monde complexe. Vous devez gérer quelque part des dualités, des contradictions. C'est bien parce que je ne vous le fais pas dire. Oui, on est dans un monde complexe, on l'a dit tout à l'heure. Ce qui est bien, je pense que d'un point de vue général, le bien-être animal, que ce soit en conventionnel, que ce soit en alternatif, label rouge, etc., ça évolue vers le mieux. Donc ça, il faut le dire, pour tous les systèmes. Effectivement, il y a la partie demande citoyenne de plus de bien-être animal qui, d'un point de vue système, notamment quand on demande d'aller à l'extérieur, quand c'est du label rouge, etc., inexorablement, ça demande une moins bonne efficience alimentaire, entre autres. Pourquoi ? Pour créer du bien-être animal, pour les mettre dans des conditions plus extensives. On parlait tout à l'heure. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien en termes d'efficience alimentaire au niveau label rouge. On avance aussi, mais on avance moins vite parce qu'on a plus de contraintes. Voilà. Ça demande du temps, évidemment. Et puis après, il faut aussi... Alors, on est souvent attaqué sur la partie... tout ce qui va être produit de croissance moins rapide, donc non conventionnel, va avoir un impact carbone plus fort. C'est sûr, l'indice de conso par exemple est largement moins bon en label rouge, mais le label va amener aussi, on retrouve la balance dont on parlait tout à l'heure, plus de bien-être
de la qualité différente en termes de viande, de qualité de carcasse, etc. Et puis c'est aussi un modèle, c'est là que le consommateur et le citoyen doivent aussi se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut pour demain, en sachant qu'on parle bien au niveau de la société, hein, bien-être, type de consommation, qualité du produit, impact environnemental. Donc c'est assez complexe. Sandrine Espagnol, il y avait aussi un point sur lequel vous avez déjà évoqué, qui me paraît important sur lequel il me paraît important de revenir, c'est sur cette fameuse souveraineté alimentaire, et notamment liée au type d'alimentation ou d'aliments que l'on donne aux animaux, et notamment tendre vers des nouvelles cultures. Alors, quand on dit des nouvelles cultures, elles ne sont pas si nouvelles que ça, on les connaît depuis très longtemps. Tout ce qui est la luzerne, le pois, qui ne représente en termes de poids que 3% en France, donc il y a encore beaucoup de travail à mener. Mais ça fait depuis 10 ans, moi, que j'en entends parler ici sur l'Espace pour demain, c'est pas tout neuf, hein. Donc là, aujourd'hui, il faut vraiment accélérer, quoi. Oui, oui, tout à fait. Alors, quand je parlais souveraineté alimentaire, j'étais vraiment sur la dernière étape, à savoir les fermes qui produisent les produits animaux. Enfin, déjà préserver ce tissu agricole qui permet de nous alimenter. Donc, je pensais surtout à ça. Mais là, ce dont vous parlez, c'est effectivement la dépendance en matières riches en protéines pour alimenter les animaux. Bon, bah, après, ça a été dit, hein, les fabricants d'aliments sont en marche pour avancer là-dessus. Des solutions sont recherchées. Donc, effectivement, c'est utilisé en alternative du tourteau de soja importé, des tourteaux de soja français, des protéagineux, d'autres tourteaux. Donc après, il s'agit d'avoir la quantité nécessaire. On n'en a pas assez en France. Il faut l'importer aujourd'hui. Oui, en fait, il faut changer les assolements, et donc après se pose la question de si on produit plus de tourteaux de soja en France, on le produit à la place de quoi? Donc c'est tout un jeu de dominos. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a pas mal de prospectives agricoles qui intègrent vraiment tout le système agricole, parce qu'en fait, c'est très compliqué de raisonner les choses de façon segmentée. Et il faut vraiment raisonner le système agricole dans sa globalité et s'assurer qu'on est en capacité après de nourrir toute la population française. Mais c'est pas qu'une question de filière animale, c'est une question de système agricole. De système. Il faut pouvoir parler système. Frédéric Fagnoul, ou non, excusez-moi. Non, je voulais réagir à ça parce qu'effectivement, dans un bilan carbone, il y a les émissions. L'élevage est fortement contributeur et a sans doute les réponses, mais on aura besoin de puits de carbone, donc de captation, et ça, c'est le sol qui peut nous l'apporter. Donc la réponse, elle ne sera pas... Les filières animales seules ne pourront rien. On a besoin l'animal a besoin du végétal, du sol, et le sol a besoin de l'animal parce que il a besoin d'être nourri par de la matière organique. Donc c'est un cercle vertueux qu'il faut pouvoir quelque part encore mieux capitaliser sur ce modèle-là. En Bretagne, on le connaît bien, le modèle de polyculture élevage, il n'est pas nouveau, donc il faut capitaliser sur ces atouts-là. Et on a une problématique posée, c'est que aujourd'hui, on parlait de l'administration et des difficultés des temps longs dans les choix qui sont faits en termes d'équivalence, en termes de mesures pour pouvoir justement travailler ces bilans carbone. On sent que le végétal a pris un pas en allant sur des évaluations massiques. Je suis désolée, c'est technique, mais en tout cas, l'approche, c'est j'écrase une tonne de graines, par exemple, et puis j'ai X tonnes de tourteaux, X tonnes d'huile, par exemple, alors qu'en nutrition animale, et c'était justifié, hein, pour pouvoir valoriser le côté économie circulaire et le fait qu'on utilise souvent des coproduits, du son, de la drèche et du tourteau d'ailleurs, on est plutôt parti sur des évaluations économiques. Et là encore, on a des difficultés, en tout cas, ça sera un point à résoudre collectivement. Il faut sans doute que les instituts techniques, l'administration, donc remettent tout le monde autour de la table pour converger, et une fois de plus, pour arriver avec un système cohérent qu'on peut défendre au niveau européen pour pouvoir défendre notre modèle français. Allez, maintenant, place aux questions du public et des journalistes ici présents. Si vous souhaitez poser une question, vous levez la main et on vous tend le micro. Voilà une première question qui arrive. Vous vous présentez et puis vous posez votre question. Bonjour. Bonjour, Xavier Toublanc de chez Sanders Bretagne, à l'accompagnement stratégique des éleveurs. Je me posais la question sur laquelle le monde du ruminant s'est plutôt penché. Est-ce que le marché volontaire des crédits carbone, c'est une opportunité pour le porc et l'aviculture? Et si oui, quel est l'enjeu ou quelle est la place que ça peut prendre dans la transition énergétique de nos élevages et de nos filières?
Vous posez la question à Sophie Twénon? Peut-être plutôt à Madame Rossignol de l'IFI. Madame Rossignol. Et Madame l'Espagnol. Madame Espagnol. Madame Espagnol. Et à l'Itavi, mais qui n'est pas présent. Madame Espagnol. Oui, oui, tout à fait. Sandrine. Je peux pas répondre autre chose, puisque en fait, on a déjà rédigé la méthode label bas carbone en port et on l'a soumise au ministère. Elle est en cours d'instruction. Et je sais que pour la filière avicole, l'Itavi travaille aussi à une méthode label bas carbone. Donc on s'est rendu compte qu'à l'échelle des élevages porcins, en tout cas, les réductions GES qu'on pouvait atteindre étaient largement du même ordre que ce qui est atteint dans une ferme bovine. Et donc il y a un intérêt pour les éleveurs porcins à aller dans cette démarche. Après, sur le gain qu'on va pouvoir faire obtenir à la France, c'est sûr qu'il va être moindre parce que ça a déjà été dit, notre contribution pour les émissions de gaz à effet de serre en porc et en volaille, elle n'est pas si énorme que ça en fait sur le bilan gaz à effet de serre français. Donc, mais il y a des marges de réduction. En porc, on n'a pas encore fait d'estimation précise, mais on pense que 20% c'est atteignable. Donc voilà, donc tout ça pour dire que la filière va bientôt être dotée d'une méthode label bas carbone et qui permettra aux éleveurs d'aller dans des projets label bas carbone et de mettre en place des leviers pour réduire leurs émissions et d'accéder à une rémunération pour ces efforts consentis. Allez, une autre question du côté du public. Vous levez juste la main et puis voilà. Au fond, madame, bonjour. Vous vous présentez, puis vous posez votre question. Bonjour, Suzanne Dahl, je suis chargée de campagne agriculture à Greenpeace. Merci beaucoup pour cette présentation. Et par rapport aux commentaires qui étaient faits précédemment, je pense qu'effectivement, on peut pas, il ne faut surtout pas décorréler les enjeux climatiques et les enjeux biodiversité. Je pense que ce serait une vraie erreur pour les filières avicoles et porcines. Je suis désolée, je suis arrivée après le début de la table ronde, donc peut-être que vous en avez parlé au début, mais j'ai une question technique sur l'impact que va avoir la guerre en Ukraine et l'augmentation du coût de l'énergie sur les filières porcines et avicoles. Est-ce que vous avez été en mesure de chiffrer précisément le surcoût que ça va représenter pour les filières et quelles conséquences est-ce que ça risque d'avoir ? Puisque j'ai consulté un rapport de l'ADEME là-dessus qui précisait que sur le gaz, notamment, les élevages hors sol sont quand même des gros consommateurs. Et donc je me demandais quel impact ça allait avoir. Alors, donc c'est une question plutôt, je pense, pour Madame Espagnol, mais peut-être aussi pour vous. Allez-y si vous avez des éléments. Alors, je pense qu'en fait, les réponses par rapport à votre question, je pense on doit tous être en mesure d'avoir une partie de la réponse. Parce qu'en fait, le sujet posé par la guerre en Ukraine, elle concerne l'ensemble des maillons de la filière. Donc, en ce qui nous concerne, moi, je peux répondre en tant qu'opérateur. On va se reposer sur nos savoir-faire historiques, notamment en matière de nutrition. Est-ce que je suis obligée de granuler? Dans quelle mesure? Alors, granuler, c'est traiter... c'est chauffer l'aliment pour qu'il soit plus digestible et qu'il ait une efficacité pour l'animal supérieure. Alors les équilibres, les prix d'équilibre, ils sont remis en cause du fait de l'envolée des prix. Donc ça, c'est la première chose. On a mis en place très rapidement un plan de sobriété énergétique à l'échelle de nos usines. Donc chaque usine, on a 25 sites chez Sanders, et donc ils ont tous un plan de sobriété à mettre en place. Ils sont pas finalisés en tout cas, mais en tout cas pour passer l'hiver et éventuellement faire face à des évolutions ou à des ruptures, on est en ordre de marche, parce qu'au bout du compte aussi, on a des éleveurs et qui ont sans doute aussi des réponses à trouver à leur échelle. Alors justement, un éleveur à son échelle, Didier Lucas. Oui, donc individuellement, c'est sûr, on a des choses à faire. Elles sont déjà lancées. On voit plusieurs élevages de porcins, notamment, qui ont mis des nénuphars pour récupérer le gaz. Alors nénuphars, on précise, parce que tout le monde n'est peut-être pas au fait. Petite méthanisation à la ferme, qui permet d'avoir une chaudière et de chauffer les bâtiments. En volaille, effectivement, on voit aussi d'autres moyens se mettre en place pour chauffer les bâtiments, notamment avec de l'énergie solaire. Il y a plein de choses qui sont à faire. Jusque-là, en termes d'économie, on n'avait peut-être pas le besoin ou ressenti le besoin. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les agriculteurs en prennent conscience. Et je pense que demain, effectivement, sur l'alimentation, je pense au maïs qui était séché souvent avec du gaz. Aujourd'hui, beaucoup de producteurs de porc ont aussi des silos tours où on conserve le maïs en humide, ce qui permet de ne pas sécher le maïs. Donc tous ces efforts-là permettent d'avancer et vont continuer d'avancer.
Alors c'est vrai qu'on parle du stress climatique des animaux, mais on peut parler également du stress climatique des éleveurs, quoi. Effectivement, c'est un stress. Parce que là, on a quand même une très grosse inconnue là, qui nous arrive dessus quand même. Hein. C'est une très grosse inconnue, mais je pense que l'ensemble de la filière est apte à baisser et à réduire. Et je voudrais quand même dire un petit peu, c'est peut-être pas ma conclusion, mais grosso modo, aujourd'hui, je pense que quand on regarde dans le monde entier l'agriculture, je pense qu'en France, on est un des leaders en termes de modèle agricole. Et je pense que demain, on doit le rester. Et ce qui est en train de se passer là, c'est que avec tous les efforts qui vont être faits dans les mois et dans les semaines et dans les années à venir, et qui ont déjà démarré il y a une dizaine d'années ou 15 ans, eh bien, ils vont continuer. Et on va accélérer pour aller encore mieux et garder notre place de leader. Peut-être, Sandrine Espagnol, vous vouliez peut-être apporter un regard, un point de vue par rapport à cette situation ? Non, je pense que ça a été largement renseigné, tout à fait. Peut-être oui, juste... Si je peux juste rebondir là-dessus et par rapport à votre question du début, ça prouve bien que c'est aussi une opportunité finalement. Parce qu'on voit qu'il y avait quand même des gains marginaux à faire à tous les niveaux. Oui. Et donc, cette question... donner un petit coup de boost. Mais enfin se retrouver avec une guerre pour pouvoir... c'est tourner un élément négatif en positif. C'est vrai, les Américains savent le faire. En France, on est moins dans cette culture. C'était juste une précision technique. Pour les sources d'énergie utilisées en élevage porcin, c'est majoritairement de l'électricité. Donc effectivement, il y a du gaz sur la partie, comme ça a été précisé, en lien avec le maïs humide. Mais par rapport au type d'énergie mobilisée, c'est en très très grande majorité de l'électricité. Très bien, on poursuit avec une ou deux questions et puis on va devoir conclure. Si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas à lever la main. Voilà, très simplement. Monsieur, voilà, jeune homme même. Bonjour, comment vous appelez-vous? Adam de Andrade. Et vous venez d'où? Je suis de Torigny-Fouillard. De Torigny. Vous êtes éleveur? Je suis en apprentissage dans un élevage laitier. D'accord. Alors, quelle est votre question? Je voulais vous demander... Qu'est-ce que vous bien votre micro? Oui. Entends. Ici. Que pensez-vous de l'hypermécanisation de l'agriculture? Ne pensez-vous pas que ça a rendu les agriculteurs dépendants de la mécanisation, que ce soit au niveau des tracteurs, au niveau de la mécanisation, au niveau de la traite, au niveau de la culture du sol? Ne pensez-vous pas que ça pourrait aussi être un facteur de la destruction agricole? Donc mécanisation, robotique, tout ce qui est automatisé en quelque sorte. Quand on regarde aussi, on peut parler du cheval, mais effectivement, quand on avait un cheval, il fallait une partie de la parcelle pour le nourrir, pour travailler les autres. Donc c'est un cycle fermé aujourd'hui. Et je pense que si on n'avait pas passé à la mécanisation, je pense que nos rayons et notre production ne seraient pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et globalement, quand on fait de la méta, où on met quelques cultures dedans, on prend aussi une partie des sols pour faire de l'énergie, pour pouvoir continuer à cultiver les autres. Et ça, c'est important parce que on dit que le cheval, c'était une certaine chose, mais il y avait quand même une partie de l'exploitation qui servait à nourrir le cheval et à produire de l'énergie. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je pense qu'il faut mettre tous les points bout à bout pour savoir où est-ce qu'on va. En fait, je pense que la question que voulait peut-être poser ce garçon, son prénom c'est Adam. Adam, c'est non pas d'en finir avec la mécanisation, c'est peut-être l'hyper-mécanisation. Est-ce que cela peut-être est peut-être à remettre en cause? Donc ne pas revenir obligatoirement au cheval, on est bien d'accord. Vous n'avez pas acheté des chevaux au niveau de la stratégie RSE Sanders, je crois pas. Je vais répondre peut-être avec un angle un peu plus ouvert, mais parce que la question qui est posée, c'est que en fait, jusque sur le sujet de la mécanisation, on le faisait par simplification, gain de temps, du travail parfois plus précis également. Voire pénible. Voire très pénible aussi. Très pénible. Et en fait, alors nous, chez Sanders, on a depuis 1 an désormais, et dans le groupe Avril, fait le choix d'avoir une clé de sélection quelque part des projets d'investissement par la voie du bilan carbone. Et en fait, c'est peut-être ça la solution, c'est de dire que là où avant, on avait juste, comme on disait tout à l'heure, 1 ou 2 critères, souvent la rentabilité, voire 2, 3 derrière, eh bien en fait, le bilan carbone, l'impact sur l'environnement, l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre,
peuvent être un nouveau critère. C'est le cas chez Sanders pour tous les projets les projets très impactants. Et ça peut faire basculer d'un côté pour dire oui, on y va parce qu'en fait, on gagne la même chose, mais on le fait mieux. Ou alors, on n'y va pas parce que tout simplement, l'impact environnemental ou sociétal, enfin en tout cas d'une manière générale, est néfaste et donc on n'y va pas. J'ai envie de poser la question quelque part à mon voisin parce que certes, c'est pas de la mécanique, c'est quelque chose d'un peu plus poussé au niveau de la recherche, mais la question se pose aussi par rapport à la génétique. Est-ce qu'on ne va pas parfois un peu trop loin? Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout du bout du bout? Et est-ce qu'au bout, on peut encore performer? Est-ce que votre métier, finalement, il est infini? J'ai envie de croire que oui. Il y a une retraite bientôt. Hein. Alors, un jour ou l'autre, en tout cas. Il y a plusieurs niveaux de lecture à votre question. C'est jusqu'où peut-on aller au niveau génétique? Alors, ça fait, je pense, 30 ans qu'on se pose la question, si je parle de conventionnel. Alors, il y a eu des limites. Hein. On a vu que sur certains critères, on est peut-être allé chouille trop loin et donc on y revient. Ouais. Il y a aussi un autre point à mettre, c'est que depuis, allez, on va dire, ça fait 30 ans avant on était sur vraiment des critères de sélection basiques, hein, croissance, indice, reproductibilité, enfin, nombre d'œufs pour une poule, nombre de porcelets sevrés pour le porc. Et petit à petit, depuis 30 ans, on a ajouté des caractères de rendement et puis des caractères de bien-être, de rusticité, et puis de tenue sur pattes, de qualité de viande. Donc ça n'arrête pas d'avoir de plus en plus de critères. En fait, voilà. Vous êtes noyé dans tous ces... Et finalement, c'est pas plus mal. Parce que ça on n'est pas noyé, en tout cas j'espère ne pas l'être. D'accord. Mais ça complexifie, on l'a dit tout à l'heure, voilà. Et ça amène aussi des changements dans l'équilibre à mettre sur chacun de ces caractères. Alors, équilibre qui soit totalement différent si on parle d'une souche à croissance lente pour du label rouge, c'est sûr qu'il n'y aura pas de croissance là-dessus. On va équilibrer totalement différent, mais ces équilibres-là, et j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, dans les clés, dans les poids pour les clés de décision, évidemment, on va s'adapter au marché, au climat, etc. Et puis après, la partie technologique, ça va nous aider. Donc moi, je pense à tout ce qui va nous permettre d'être plus précis dans la mesure. Peser un animal, c'est facile, hein, on a une balance, voilà. Mesurer de l'indice, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Historiquement, on avait des cages, on mesurait individuellement la consommation individuelle des animaux. Maintenant, on a des technologies, le RFID, des antennes, des choses comme ça, qui nous aident à mettre les animaux dans des conditions plus proches des conditions terrain, donc être plus efficace quand on va mesurer. Ça nous permet d'en mesurer plus aussi pour un même espace. On pense aussi à tout ce qui est imagerie. Aujourd'hui, chez nous, on a des technologies type scanner pour nous aider à mieux estimer avec plus de précision, notamment les rendements, filets, cuisses, carcasses, etc. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on abattait les apparentés, les animaux non sélectionnés. Aujourd'hui, et donc on avait une mesure indirecte sur tous les critères de rendement. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on passe nos poulets candidats à la sélection dans un scanner, le même type de technologie que vous avez quand vous passez un scanner à l'hôpital, ce qui nous permet, sur des animaux qu'on garde vivants, d'avoir un estimé rendement filet, par exemple, beaucoup plus précis. Alors tout ça peut être assez rapidement lié avec tout ce qu'on appelle le big data. Donc on crée beaucoup plus de données. Maintenant, comment on les traite? Et surtout, comment on les vend? Comment on les vend? Si on est plus efficace, on fait plus de gains génétiques. Et s'il y a plus de gains génétiques, tout le monde est gagnant. Le gain génétique, encore une fois, ça peut être sur des critères très productifs ou productivistes, ou aussi sur des critères bien-être animal, par exemple. Très bien. On va avoir une dernière question. Vous voulez peut-être réagir par rapport... Non, tout a été dit par rapport aux critères. Oui, Didier. Je voulais juste Il y aura encore une question après. Par rapport à la question, j'ai peut-être pas bien compris la question. Mais j'ai peut-être pas bien compris la question. Je vais juste compléter ma réponse. Je pense qu'aujourd'hui, plus on va garder d'autonomie sur nos exploitations, et tout à l'heure on parlait des cadavres de nos exploitations qui peuvent être transformés en gasoil vert, hein, pour nos tracteurs notamment.
Ça, c'est une réponse où on gagne de l'autonomie. Et plus on va gagner de l'autonomie sur nos exploitations et être moins dépendant du gaz ou de l'énergie fossile, plus on va gagner. Et je pense que effectivement, là-dessus, quand je parlais du cheval, je parlais aussi de l'autonomie de l'exploitation. Et je pense que demain, même avec l'hypermécanisation, on pourra avoir de l'autonomie sur notre propre exploitation. Merci Didier. Une dernière question, Sylvie? Non, ce n'est pas une question, c'est une petite précision. D'accord. Tout à l'heure, Didier nous a parlé du Climat Quiz, donc, qui est un outil pour faire un petit diagnostic pour les agriculteurs. Venez vers nous, Sylvie. Venez vers nous. Oui. Parce qu'on ne sait pas qui parle. Voilà. Et Gwen Guillou est là avec nous. Oui, donc je voulais repréciser une toute petite chose. Donc Didier vous a parlé du Climat Quiz, mais je voulais aussi vous parler du Climabat. Donc un projet sur lequel on est engagé avec différentes structures, dont les instituts, le GIE Élevage et l'Innov, Avipol Formation. Et Gwen va le présenter en 2 minutes. Allez, le micro à Gwen, une petite page de publicité. Tout à fait. Donc Climabat, c'est tout d'abord un site internet, tout simplement pour avoir de la ressource documentaire pour 3 productions, les bovins, les porcs et les volailles. Ça va s'axer sur 3 axes. Comprendre ce que est un coup de chaleur, comment est l'impact sur votre animal. Deuxième axe, c'est anticiper, comment on peut agir sur son exploitation pour anticiper les coups de chaleur. Et troisième axe, qu'est-ce qu'on fait le jour ou les jours du coup de chaleur. Donc ça, c'est le site internet. Donc Climabat, comme le climat, chambre-agriculture.fr. Et adossé à ça, il y a une application que chacun d'entre vous peut télécharger. L'application va être un petit plus, ou un gros plus d'ailleurs. Ça va vous permettre, en fonction de votre localisation et de votre production, d'être prévenu en cas de coup de chaleur dans les prochains jours. Et dans ces cas-là, ça vous retourne vers la ressource documentaire pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire sur vos élevages. C'est un site qui est déjà disponible et vous pouvez le consulter, vous pouvez télécharger l'appli, etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions. Très bien. Restez là, Gwen, puisque vous allez intervenir également tout au long de la journée sur les différents cycles d'animation liés à l'élevage. Vous êtes conseiller chambre au sein donc, du 22, c'est ça, hein? 29. 29. À chaque fois, je vais vous mettre dans le 22. Voilà, vous êtes régional. En tout cas, c'est chambre d'agriculture régionale. Et puis, on va remercier l'ensemble de nos intervenants. Peut-être un petit mot de conclusion les uns les autres, et puis on va conclure cette table ronde. Didier, est-ce que, pour conclure, chance, opportunité, mal nécessaire, on reste sur ce que vous avez évoqué à l'origine? Ben, je pense que pour nous, c'est une chance. Il faut être optimiste. Hein. Je pense qu'il y aura encore des éleveurs demain et qu'on a tous les moyens et on met tous les outils en place pour pouvoir le conserver. Oui, ben on reste convaincu que c'est une opportunité chez Sanders. On a une feuille de route claire par rapport à ça et on soutient aussi les éleveurs en accordant là une aide de 6 millions pour développer plus de durabilité, plus de transition vers justement ces enjeux de carbone à leur niveau. Donc venez sur notre stand pour qu'on puisse en discuter. Sandrine Espagnol, quelques mots, ingénieure d'études à l'IFIP. J'ai bien aimé le mot de challenge de Patrice Drier. Je préfère celui-là à chance. Et puis plus pour rappeler que le challenge, il est relevé et on a au niveau de la R&D plusieurs projets maintenant qui réfléchissent justement à ces modèles d'élevage de demain multicritères. Très important. Donc sur le climat, mais aussi sur les autres aspects. Donc tous ces travaux vont nous nourrir et c'est en lien avec des acteurs aussi, des filières économiques, des groupements aussi développent des modèles alternatifs et dont on suit les performances. Frédéric Fagnol, vous êtes toujours dans le challenge de toute façon. Je garde le mot challenge. Ben oui, on partage. C'est normal, c'est quelque part c'est votre ADN. Exactement. Et je voudrais également finir sur la chance qu'on a en France notamment et en Europe d'avoir une gamme assez large, notamment en termes de poulet. Le bio, le label, le certifié, le conventionnel. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il faut aussi bien le réaliser qu'on a cette chance-là en France. Et je voudrais en profiter pour dire que c'est aussi, et peut-être avant tout, le consommateur qui a aussi le choix final à ce niveau-là. On est entre professionnels, ou en tout cas en grande majorité. N'oubliez jamais que c'est aussi le consommateur qui va guider. C'est parce que vous achetez en tant que consommateur que vous orientez ce qui se trouve dans les rayons de vos supermarchés, volaillers, bouchers, etc. Donc ne sous-estimez jamais le choix et l'influence du consommateur.
Merci à vous tous de votre participation. Cet espace pour demain est conçu et animé par le SPACE et les chambres d'agriculture de Bretagne, avec l'appui de leurs partenaires, le JE Élevage de Bretagne, Agrétic BDI, les instituts techniques, IDEL, ITAVI et l'IFIP. Et puis, bien entendu, on vous remercie à tous d'avoir participé à ce rendez-vous. Merci. Et puis, on va bien sûr vous souhaiter une très belle journée à vous tous sur le SPACE. À bientôt.